Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous allons remonter bien plus loin que les guerres, les empires ou les révolutions. Nous allons remonter jusqu'aux origines même de ce que nous appelons l'humanité. Car il fut un temps où nous n'étions pas seuls sur cette terre. Il y a environ 40 000 ans, deux espèces partageaient les mêmes forêts, les mêmes rivières, les mêmes nuits étoilées. L'une d'elles a disparu, l'autre vous parle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés et si ce n'était pas Homo sapiens, mais Homo neanderthalensis qui avait survécu, prospéré et finalement conquis la planète? Si cette question vous intrigue autant qu'elle nous fascine, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Chaque semaine, nous explorons ensemble les possibles que l'histoire a refusés. Pour comprendre ce basculement hypothétique, il faut d'abord regarder en face ce que nous savons réellement de cette époque extraordinaire. Les Néandertaliens ont peuplé l'Europe et une grande partie de l'Asie occidentale pendant près de 300 000 ans. 300 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, toute notre histoire écrite, de Sumer à aujourd'hui, ne représente qu'environ 5 000 ans. Les Néandertaliens ont donc régné sur leur monde 60 fois plus longtemps que l'ensemble de notre civilisation connue. Ce n'étaient pas des brutes primitives, contrairement à l'image que la culture populaire leur a longtemps collée. Ils enterraient leurs morts, parfois avec des fleurs et des offrandes. Ils fabriquaient des outils sophistiqués, portaient des parures, utilisaient des pigments colorés, et récentes études génétiques l'attestent. Ils partageaient probablement un langage rudimentaire. Leur cerveau était même, en volume, légèrement plus grand que le nôtre. Puis, Homo sapiens arrive d'Afrique, il y a environ 70 000 ans, portant avec lui quelque chose que les paléoanthropologues peinent encore à définir précisément. Une flexibilité cognitive, une capacité symbolique, une aptitude à coopérer en très grands groupes grâce à des récits partagés. En quelques dizaines de millénaires, les Néandertaliens disparaissent. Absorbés en partie par le métissage, nous portons tous entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Mais surtout éclipsés, marginalisés, réduits à des poches isolées jusqu'à l'extinction finale. Le dernier néandertalien s'est probablement éteint quelque part sur les falaises de Gibraltar il y a environ 40 000 ans, sous un soleil méditerranéen qui ne savait pas qu'il assistait à la fin d'une espèce. Mais imaginons un hiver particulièrement brutal il y a 65 000 ans, qui décime les premières vagues migratoires de Homo sapiens tentant de traverser le Moyen-Orient. Les groupes sont trop petits, trop vulnérables. L'expansion s'arrête. Pendant des millénaires supplémentaires, Homo sapiens reste confiné au continent africain, pendant que les Néandertaliens, eux, continuent d'affiner leur maîtrise de l'Europe et de l'Asie. Et puis, dans ce scénario alternatif, une mutation décisive se produit au sein des populations néandertaliennes. Peut-être un avantage dans la transmission des savoirs de génération en génération, peut-être une organisation sociale légèrement plus complexe. Quoi qu'il en soit, à ce moment précis, l'histoire bascule. Homo sapiens ne conquiert pas le monde. Ce sont les Néandertaliens qui commencent, lentement, inexorablement, à le façonner à leur image. Dans les premiers millénaires qui suivent ce point de rupture, le changement le plus profond n'est pas géographique, il est intellectuel. Les Néandertaliens, contrairement à Homo sapiens, semblaient davantage attachés à des territoires restreints. Leur culture, ce que les archéologues appellent la culture moustérienne, était remarquablement stable sur de très longues périodes. Là où Homo sapiens innove frénétiquement, en changeant d'outils, de techniques et de styles en quelques générations, les Néandertaliens perfectionnent, approfondissent, consolident. Dans notre réalité alternative, cette tendance s'accentue. Les savoirs ne se diffusent pas en larges réseaux horizontaux, comme ils le feront plus tard avec Homo sapiens, mais se transmettent verticalement, de maître à apprenti, de parent à enfant, accumulant une précision et une profondeur extraordinaires sur des domaines très ciblés. La connaissance des plantes médicinales, des saisons, des comportements animaux atteint des niveaux de sophistication que nous aurions du mal à imaginer. Ce n'est pas une explosion culturelle, c'est une distillation culturelle. Les premières formes d'art émergent, mais elles sont différentes des nôtres. Moins figuratives, peut-être plus abstraites, plus rythmiques. Certains sites archéologiques ont déjà retrouvé des flûtes et des gravures attribuées aux Néandertaliens.
Dans notre monde alternatif, ces pratiques se développent, s'enrichissent, deviennent le cœur d'une spiritualité puissante et terreuse, profondément liée au cycle naturel. Des dizaines de millénaires s'écoulent. Lentement, très lentement, quelque chose commence à ressembler à ce que nous pourrions appeler une civilisation, bien que le mot soit presque trop étroit pour décrire ce qui se développe. Les néandertaliens de cette réalité alternative ne construisent probablement pas de villes dans le sens où nous l'entendons. Leur rapport à la sédentarité est différent. Mais ils développent des lieux de rassemblement saisonniers, des sanctuaires partagés entre clans, des réseaux d'échanges fondés non pas sur la monnaie, mais sur des obligations rituelles complexes. La politique naît ici non pas de la conquête, mais du consensus. Les décisions sont collectives, ancrées dans une mémoire orale extraordinairement riche. La révolution agricole, si elle arrive dans ce monde, arrive différemment. Les Néandertaliens, profondément adaptés aux environnements froids et giboyeux, pourraient ne jamais développer l'agriculture à grande échelle telle que nous la connaissons. Ils pourraient plutôt développer une forme de proto-gestion des écosystèmes, favorisant certaines espèces végétales, guidant les migrations animales, sculptant les paysages sans les domestiquer brutalement. Une sorte de symbiose active avec la nature, là où nous avons choisi la domination. Cela a des conséquences immenses. Sans agriculture intensive, la densité de population reste plus faible. Sans densité de population élevée, les grandes épidémies comme la peste, la variole ou la grippe ne se développent pas de la même manière. Ce monde alternatif est peut-être un monde plus sain, biologiquement, mais aussi un monde qui se peuple plus lentement, qui avance à un rythme différent, celui du vivant plutôt que celui de la production. Voilà l'une des questions les plus vertigineuses de ce voyage imaginaire. À quoi ressemblerait la science dans un monde que les Néandertaliens ont façonné? Leur intelligence était sans aucun doute réelle et profonde, mais elle semblait fonctionner différemment de la nôtre, plus intuitive, plus holistique, moins fragmentée en disciplines séparées. Dans notre réalité alternative, la connaissance du monde naturel atteint peut-être des sommets que nous n'avons pas encore touchés. Une médecine par les plantes d'une précision extraordinaire. Une astronomie profondément intégrée à la vie spirituelle et pratique, sans jamais se séparer d'elle. Une architecture organique construite en harmonie avec les reliefs naturels plutôt que contre eux. En revanche, la technologie mécanique, l'ingénierie des machines, la physique théorique telle que nous la connaissons, tout cela se développe peut-être très différemment, ou peut-être pas du tout sous cette forme. Ce n'est pas une infériorité, c'est simplement un autre rapport au monde. Là où nous avons choisi de comprendre la nature pour la transformer, ils auraient peut-être choisi de la comprendre pour s'y fondre. Deux philosophies, deux civilisations, deux façons d'être humain. L'écriture, si elle émerge, est probablement très différente de nos alphabets linéaires. Peut-être pictographique, peut-être musicale, peut-être gravée dans des matières organiques qui ne résistent pas aussi bien au temps que nos tablettes d'argile. Ce qui rendrait ironiquement cette civilisation plus difficile à lire pour nos propres archéologues futurs, si tant est qu'il y en ait dans ce monde. Fermons les yeux un instant et imaginons ce que serait notre planète en ce moment, dans cette ligne temporelle. La Terre est peuplée de quelques centaines de millions d'êtres, bien moins que nos 8 milliards actuels. Les forêts couvrent encore une grande partie des continents. Les océans sont pleins. L'air est différent. Le changement climatique d'origine humaine n'existe pas, ou du moins pas sous cette forme dévastatrice. Ce monde respire plus lentement, plus profondément. Les sociétés néandertaliennes forment peut-être un réseau décentralisé de cultures distinctes, reliées par des routes de pèlerinage et d'échange, sans jamais s'être unifiées sous un empire ou une religion dominante. La diversité culturelle est extraordinaire. Il n'y a pas eu de Rome pour homogénéiser le monde méditerranéen. Pas de colonialisme, parce que l'idée même de conquérir des terres lointaines ne s'inscrit pas dans cette façon d'être au monde. Pas de guerre mondiale, non pas parce que la violence serait absente, elle ne l'est jamais, mais parce que l'échelle des conflits reste limitée par la densité de population et la structure sociale. Et puis, quelque part dans les grottes d'Afrique, une autre espèce vit encore dans un relatif isolement. Homo sapiens. Plus petit, plus nerveux, plus inventif, toujours en marge de ce monde qui n'a pas eu besoin de lui pour s'épanouir. Peut-être sommes-nous dans cette réalité ce que les chimpanzés sont dans la nôtre.
une cousine admirable, observée avec curiosité par les chercheurs néandertaliens qui essaient de comprendre d'où vient cette étrange aptitude à imaginer l'impossible. Alors, en refermant ce voyage dans l'hypothétique, une pensée s'impose doucement, presque à voix basse. Notre façon d'habiter le monde n'était pas inévitable. Elle est le produit d'un chemin parmi des millions de chemins possibles. Les Néandertaliens n'étaient pas des échecs de l'évolution. Ils étaient une autre réponse, peut-être tout aussi valide, à la question de ce que signifie vivre sur cette terre. Et si leur disparition était en réalité une perte que nous n'avons pas encore fini de mesurer? C'est à vous maintenant de continuer cette réflexion. Dans quel monde auriez-vous préféré vivre, le nôtre, avec toutes ces inventions vertigineuses et ces fractures béantes, ou ce monde plus lent, plus enraciné, que les Néandertaliens auraient peut-être su construire? Dites-le nous dans les commentaires, parce que c'est dans ces échanges que la pensée s'approfondit vraiment. Et si cette question vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime réfléchir. C'est la plus belle façon de soutenir Chroniques du possible. La semaine prochaine, nous explorons un autre carrefour oublié de l'histoire. En attendant, continuez à imaginer l'impossible.